Révolution digitale, épisode 55. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur ce nouvel épisode de Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs et des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site web pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invitée d'aujourd'hui est tombée dans la laine quand elle était toute petite. C'est donc tout naturellement qu'elle est devenue une entrepreneure à l'âme artistique qui nous régale de ses douces créations. Installée aux États-Unis depuis plus de 10 ans, elle crée d'abord à New York la marque pour enfants Paul et Sophie. Elle s'envole ensuite pour San Francisco où elle fait sensation avec Breaking the Wool et son trendy châle, repris et réinterprété par des milliers de fidèles. Il ne lui en fallait pas plus pour partager avec le monde entier sa passion d'enfance. Après un passage à Paris, elle est de retour à New York où elle lance sa nouvelle start-up Heart Knit, un mélange original de deux disciplines, le tricot et la mindfulness, pour créer une expérience unique, fun, inclusive et relaxante. Elle est aussi l'auteur de 3 livres sur le tricot publiés en France et à l'étranger. Tribu Digital, j'ai le grand bonheur de parler aujourd'hui avec Sophie Timonier, également connue sous le doux nom de Mademoiselle Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour François, merci de me recevoir. Le plaisir est pour nous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête à nous inspirer ? Écoutez, j'espère, je vais faire de mon mieux en tout cas. J'en suis sûr. Alors, Sophie, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de votre nouveau projet, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur votre vie personnelle ? Écoutez, votre présentation est parfaite. Je trouve que vous avez donné un bon aperçu sur les 3 grandes étapes de ma vie entrepreneuriale qui a effectivement commencé avec Paul et Sophie et qui était vraiment un draft. Et puis ensuite Breaking the Wool à San Francisco et ensuite Heart Knit effectivement à New York. Sur ma vie personnelle, écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que les gens ne savent pas. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, voilà, j'habite à Brooklyn, voilà. Alors, je suis obligé de vous demander, c'est votre passion d'enfance, c'est le tricot, c'est quelque chose, vous allez nous expliquer votre projet, ça c'est clair, mais d'où cette passion vous est venue ? C'est par hasard que vous avez fait ça ? Expliquez-nous un peu ça. Écoutez, moi tout à fait, c'est une passion ça, qui a grandi puisque j'ai commencé à tricoter quand j'avais 7 ans. C'est ma grand-mère qui m'a appris et puis ma maman qui a pris le relais. Et donc ça a toujours été une activité que je faisais à côté. Et puis et ma passion s'est transformée en activité principale puisque j'en ai fait mon métier. Étonnamment, oui. C'est fou. Oui, non, c'est fou. Et moi, je trouve ça génial. Je dois avouer, j'ai été sur votre site, j'ai un peu regardé tout ce que vous avez fait et vous avez même fait sensation avec ce fameux trendy châle. Est-ce que c'est parti d'un blog, non ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience ? Oui, tout à fait. C'est parti d'un blog, en fait. Si vous voulez, en fait, pour reprendre Paul et Sophie, effectivement, c'était vraiment comme un draft, comme je vous disais. J'étais toute seule, je faisais tout de A à Z, mais ça m'a permis de générer des revenus. Puis après, il y a eu Breaking the Wool à San Francisco. Je l'ai créé avec une ancienne de LVMH qui est maintenant partie faire une brillante carrière chez Chanel. Mais c'était un step vraiment au-dessus et on avait une équipe plus importante, on avait des personnes qui travaillaient pour nous, on avait des petites mains de fées qui tricotaient nos châles. Le trendy châle donc, qui est un modèle que j'ai créé en 2009 et en postant finalement un tuto gratuit sur mon blog de l'époque. Et effectivement, ça a pris une ampleur
incroyable où beaucoup de gens se sont remis au tricot grâce à ce modèle qui est simple et tout en ayant un peu une forme moderne et qu'on peut réaliser dans plein de différentes matières et surtout pour toute la famille, hein, aussi bien les enfants que les parents, les hommes, les femmes, etc. Et donc voilà. Et puis de là ensuite, effectivement, nous sommes rentrés en France. Breaking the Wool a toujours évolué. Et puis maintenant Heartknit, dont je vais vous parler plus longuement, où on propose effectivement des workshops de mindful knitting auprès des entreprises sous forme de team building. Voilà. Alors mindful knitting, comment est-ce qu'on peut traduire ça? C'est du tricot pleine conscience où vous avez... Exactement. En fait, c'est exactement ça. C'est vraiment le fait d'être présent. J'ai vraiment combiné en fait les bénéfices du mindfulness et les bénéfices du tricot. Et en fait, tout a commencé le jour où l'une de mes amies en fait est venue avec son mari à l'un de mes cours de tricot. C'est un PDG d'une grande entreprise de technologie, il est toujours sur son téléphone, entre deux avions, toujours stressé, très pris physiquement et mentalement, et il avait jamais tricoté. Et avant la fin du cours, il est venu me voir et il m'a dit mais waouh Sophie, c'est dingue, j'ai passé 2 heures super. C'est vrai qu'il avait l'air super relaxé. Il m'a dit en plaisantant mais attends, tu sais, j'ai pas touché à mon téléphone depuis 2 heures et ça fait une éternité que ça m'est pas arrivé et j'ai presque oublié que je pouvais faire quelque chose d'autre avec mes mains. Et derrière cette plaisanterie, il y avait une réalité. Et cette phrase, elle est vraiment restée ancrée dans ma tête. Et ça m'a fait réaliser qu'on était vraiment ivre de stimulation. On passe tellement de temps sur nos écrans qu'on oublie le principal et le pouvoir simple finalement des relations humaines. Et c'est vrai qu'on a tous besoin de reconnecter. Et c'est exactement pour ça en fait que j'ai créé Heartknit, pour aider les gens à reconnecter avec eux-mêmes et avec les autres. Et donc, pour en revenir à votre question, j'ai donc créé cette nouvelle expérience qui mélange les bénéfices de la mindfulness, c'est-à-dire, comme vous disiez, être présent intentionnellement, présent en pleine conscience. Et donc, pour ça, effectivement, notamment au cours de l'expérience Heartknit, en fait, je propose des exercices de respiration et quelques stretching, mais alors il y a rien de religieux, ça reste très léger, mais c'est vraiment pour créer un buffer entre la journée que vous avez eu un peu stressante au travail, etc., et l'expérience que vous allez vivre. Et ensuite, je mélange tout ça avec tous les bénéfices du tricot, qui est une activité qui vous aide à être focus et relax. Et c'est vrai que ça a été prouvé par plein de scientifiques, c'est bon pour le corps, ça baisse vos rythmes cardiaques, votre blood pressure, la pression artérielle, pardon, je parle anglais, et c'est bien pour votre esprit, parce que comme la méditation, en fait, le tricot vous garde concentré grâce à ces mouvements répétitifs. C'est très relaxant pour l'esprit, et c'est un peu, en fait, si vous voulez, une forme simplifiée de la méditation qui est plus accessible que de rester 45 minutes assis en fermant les yeux dans une pièce sombre, qui peut faire un peu peur, et qui est très difficile à faire d'ailleurs. Et voilà, et c'est vrai que c'est bien pour vous aussi, parce que c'est très satisfaisant de réaliser quelque chose de ses propres mains, de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait. C'est très gratifiant et les gens sont fiers en fait de réaliser ça. Et donc ce sont des workshops que nous proposons aux entreprises sous forme de team building, et ça permet aux équipes de poser un peu leur smartphone et de se retrouver sans stress, connecter à un niveau plus humain et de réaliser quelque chose de leurs mains ensemble, sans prétention, sans jugement. Et voilà, c'est une super expérience que je propose à tout le monde. Mais oui, et franchement, j'ai même envie de rajouter que vous méritez une médaille ou au moins un award pour arriver à faire déposer les smartphones aux gens. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est presque impossible. J'ai même moi-même du mal à me déconnecter. Et c'est tellement important. Et Tribu Digital, prenez-en bien note, puisque on va dire que c'est prouvé par la science. C'est une activité méditative et créative. Et vous allez nous donner un petit peu plus peut-être de détails sur comment se passe un workshop. D'ailleurs, justement, comment ça fonctionne alors? C'est une plateforme web et est-ce qu'il y a une plateforme web sur laquelle on doit s'inscrire? Est-ce que c'est uniquement des workshops où il faut être présent? Il y a des cours en ligne? Comment ça marche? Alors, tout à fait. Donc, il y a un site qui s'appelle heartknit.com. Je vous invite à aller le voir. Alors, on travaille principalement en B2B, donc avec des entreprises directement et donc sous forme de team building.
Et donc les gens s'inscrivent effectivement sur le site. On prend des groupes entre 10 personnes, 25 personnes. Après, c'est vraiment plug and play. On s'adapte à la demande du client. Et puis, on arrive soit dans leur entreprise directement, soit ils ont choisi un endroit où on leur propose des endroits en dehors de leur compagnie. Et puis, donc, c'est un workshop de 2 heures. Soit ça se fait en une fois, soit ça peut être sous forme de série, où là, je vais notamment en faire un avec une marque de mode française, où ça va être sur 3 mois, où une fois par mois, je reviens. Et donc là, c'est encore un petit peu différent parce que c'est pour leur clientèle, mais le plus souvent, c'est pour les exécutifs d'une compagnie. On le fait pour des très grandes marques. Et c'est vrai que ça aide les équipes aussi à se déconnecter et à se relaxer et à finalement un peu avoir un retour aux sources. Et ensuite, le déroulement en fait du workshop, il se passe en plusieurs étapes. Il y a une première étape, comme je vous expliquais, un petit peu où on crée un buffer entre la journée que vous avez vécue et l'expérience que vous allez vivre, en faisant des exercices de respiration, des petits stretch, parce qu'effectivement, on est assis toute la journée, on a souvent mal aux épaules, au dos, aux bras, etc. Donc, j'ai tout un petit setup qui permet de décompresser et de se reconcentrer et de vivre le moment présent, de vous aider un petit peu à mettre tous vos bagages sur le côté et de les laisser en dehors. Effectivement, les portables ne sont pas acceptés dans le cours, donc je demande à tout le monde de les éteindre et les mettre en silencieux et si possible les éteindre s'il n'y a pas de question de mort à côté. Voilà, et puis après, finalement, le cours commence avec un projet défini à l'avance, suivant le client, le désir du client. Ça peut être un châle, une couverture que les gens font en commun. Ça peut être plein de choses possibles. On fait aussi du macramé. On propose aussi d'autres activités autour de la laine et du fil. On propose aussi du arm knitting, c'est du tricot avec sans aiguille en fait, avec les bras. C'est une activité qui plaît beaucoup, surtout en hiver, mais en printemps et en été, on propose spring knitting et macramé, qui fonctionnent très bien aussi. Et donc voilà. Et c'est vrai il y a un flow en fait pendant le temps où il y a quand même une petite learning curve, comme je dis, où au début les gens sont concentrés pendant une demi-heure par l'apprentissage des différents points de tricot qu'il faut apprendre effectivement au départ, et après on rentre dans une espèce de flow où les gens sont déconnectés et c'est vraiment très bonne ambiance. On propose à boire et à manger et c'est vraiment un beau moment. Un bon moment où les gens se retrouvent et c'est vraiment super, et j'ai vraiment des super retours, et j'ai beaucoup d'hommes et de femmes. C'est totalement. Oui, c'est ça. C'est intéressant que vous ayez beaucoup d'hommes qui viennent aussi avec nos préconceptions un peu macho parfois, on pourrait croire. Mais totalement. C'est vrai que le tricot, on a toujours l'image de mamie qui tricote, quelque chose de une image un peu vieillotte. Il y a que les femmes qui tricotent, pas les hommes. Mais pas du tout. Déjà en team building, il n'y a pas que des femmes qui travaillent dans les entreprises. Il y a aussi des hommes. Non. La personne qui décide du team building invite toute son équipe. Les hommes, ils sont donc invités et font le team building, et étonnamment, c'est souvent les plus forts. Ils sont vraiment incroyables. Ah ouais. Comme quoi vraiment, il y a des siècles de vocation perdue peut-être, et c'est très chouette que vous ayez qu'on arrive à rendre. On peut dire que vous avez rendu le tricot cool, et je pense que ça va l'être de plus en plus. Et j'aime bien parce que votre programme, il a l'air très complet aussi. On travaille avec de la matière. Je crois que c'est ça qui est aussi qui est très important. On touche les choses. Et alors en termes de business model, alors c'est comment est-ce que vous organisez tous vos programmes sont customisés à vos clients, ou est-ce que vous avez une formule d'abonnement? Comment ça fonctionne? Alors en fait, on propose des formules, effectivement. Il y a 3 formules possibles. La première étant, on le fait en une fois. C'est un team building, et donc on refait un peu le workshop, donc je vais vous expliquer avec les différentes phases, etc. Soit c'est une série où là en fait on s'incorpore dans le corporate wellness, qui est de plus en plus dans les grandes entreprises, où ils invitent différents corps de métier, une fois par semaine, tous les 15 jours, une fois par mois, suivant la demande, pour en fait aider les employés à prendre un petit break et se reconcentrer sur eux-mêmes et à faire du bien, tout simplement, avoir moins de stress au quotidien. Et donc là, on intervient, où on a un projet. Donc c'est des cours qui sont un tout petit peu plus courts, parce qu'on peut pas faire 2 heures de workshop
mais on va plutôt en faire pour 1 heure, avec les mêmes phases, mais adaptées sur un projet qu'on va travailler au fil des semaines, en fait. Voilà. Voilà. Et alors, j'ai envie de vous demander ici, est-ce que vous envisagez de passer à une étape plus online dans le futur? Parce que je sais que là, vous commencez avec ArtNeat, vous aviez eu Breaking the Wall avant, mais pour toutes les personnes qui ne sont pas à New York, par exemple, et qui seraient intéressées on va le développer. Alors, on le fait pas en ligne. C'est pas du tout un projet que j'envisage, puisque pour moi, vraiment, la relation humaine est très importante. Donc, ça va être avec toujours une équipe de ArtNeat. Donc là, on va se développer effectivement à l'étranger. On commence avec New York, mais très prochainement Los Angeles. Donc, on va déjà conquérir les États-Unis pour ensuite aller en Europe et pourquoi pas en Asie. Voilà. Bon, après, on prend bien note et de toute façon, on remettra toutes les références le jour où il faudra, où vous aurez plus d'informations là-dessus. On les partagera avec la communauté, avec la tribu digitale. Et avant de continuer avec les questions, avec votre parcours, bon, vous êtes une experte du tricot, mais vous êtes aussi une experte du mindfulness. Est-ce que vous avez un petit conseil rapide à donner à la tribu, un petit conseil mindfulness qu'on peut facilement mettre en œuvre? Mais écoutez, moi je pense qu'effectivement aujourd'hui c'est très difficile de vivre le moment présent parce qu'on est vraiment saoulé par trop de stimulation, mais quoi que ce soit, on parle des écrans, certes, c'est des choses, mais on se déplace dans la rue, il y a des pubs partout, enfin il y a trop de choses. Donc c'est prendre un moment par jour vraiment pour soi, être concentré. Ça peut être par le tricot évidemment, mais ça peut être en tricotant 5 minutes tous les jours. En fait, les mouvements répétitifs nous permettent de vraiment déconnecter et de se reconcentrer. Ça peut être par des exercices de respiration. On n'a pas forcément tous vocation à faire des cours de méditation, c'est difficile et ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, juste de s'isoler en fait, je pense, et de profiter de chaque moment. Quoi que vous fassiez en fait, c'est plus une philosophie de vie. Si vous vous occupez de vos enfants, vous vous occupez de vos enfants à 100%. Vous n'avez pas votre téléphone, la télé allumée et en train de faire je ne sais quoi. Et je sais qu'on est tous multitask. Moi-même je le suis, surtout avec 2 enfants et une entreprise. C'est compliqué d'être présente à 100% dans chaque chose que l'on fait. Mais essayez de faire au moins petit à petit en fait. C'est vraiment une façon de vivre au fil du temps, mais si vous lisez un livre, vous lisez un livre, vous embrassez ce livre plus que d'avoir de se dire, de penser en même temps. En fait, c'est vraiment dire voilà, je lis mon livre, mais à la main j'ai oublié, il faut que j'aille acheter ça. Ah, j'ai une réunion demain. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'être focus et d'être intentionnellement présent. Ouais, et d'arriver à se détacher. C'est vrai que c'est une façon de vivre et c'est pas facile tous les jours, mais non, c'est pas facile. Ça paraît très simple quand on le dit. Mais c'est très difficile à réaliser et c'est un entraînement. Ça demande un peu de pratique. Bon, alors, Exactement. Tribu Digitale, gardons bien ça à l'esprit. On va maintenant explorer un peu le parcours entrepreneurial de Sophie, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors Sophie, commençons par cette question que nous appelons l'appel à l'aventure. Quand est-ce que vous avez su, au fond de vous, que vous vouliez devenir entrepreneur, que vous vouliez vous lancer à votre propre compte? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Écoutez, très bonne question. Moi, j'ai fait pas mal de petits jobs en début de vie. J'ai rencontré des patrons qui étaient assez désespérants et pas très respectueux, au comportement parfois déplacé, malheureusement. Et c'est une chose qui arrive à beaucoup de femmes. Et clairement, je me suis dit que le salariat n'était pas fait pour moi. C'était plus un choix par défaut. J'étais jeune, je connaissais pas grand-chose. Même si avec le temps c'est devenu une évidence, cela ne l'était pas au départ, ça c'est sûr. Mais j'avais plus l'envie en fait d'être employée. Et en même temps, je ne savais pas quoi faire. Donc, et quand on ne sait pas quoi faire, je pense qu'il faut se retourner vers ses passions. Et la mienne était le tricot, donc elle l'est toujours. Je sais que c'est complètement dingue. Et le mindfulness peut-être. Et le mindfulness qui est arrivé par la suite, et même si c'est totalement lié, mais c'est vrai que le tricot a été le premier. Enfin, quand j'avais 20 ans, j'avais toujours mes aiguilles, mes pelotes qui me suivaient dans mes sacs. Mais c'est vrai que c'est complètement fou quand on y pense de gagner sa vie avec de sa passion, et encore plus avec le tricot. Et comme on disait auparavant, de commencer au moment où j'ai commencé, là vraiment avec cette image vieillotte, on pense toujours à sa grand-mère, comme on disait tout à l'heure. Voilà, donc, là, j'essaie de dépoussiérer en tout cas l'image ancienne du tricot.
Et donc, alors j'ai pas commencé tout de suite pied au plancher. Pour moi, la vie personnelle a toujours été importante et l'équilibre aussi. Il s'agissait pas de conquérir le monde ou de lever des millions de dollars auprès de venture capitalistes. J'ai eu 2 enfants, j'en ai profité pour écrire 3 livres quand même. J'ai donné des cours de tricot vraiment à travers le monde, aussi bien aux États-Unis qu'en France, qu'à Tokyo, etc. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai cristallisé ma raison d'être. Vraiment, c'est qui est comme dire en anglais spread the joy of knitting, qu'on peut traduire en français par évangéliser le tricot, évangéliser le tricot à travers le monde et la joie que ça procure en fait. C'est pas une secte, je vous assure tout de suite. Non. Mais mais c'est vrai, c'est vraiment ça qui a été la révélation. Et je pense que avoir un business successful, il faut prendre le temps de se réaliser. Et à partir du moment où tu connais ton purpose, ça, c'est tout plus facile et évident. Voilà. Oui. Donc, vous êtes la preuve vivante que l'on peut vivre de sa passion. Je suis sûr qu'il n'y a pas un jour pour vous qui ressemble à du travail, même si c'est du travail, même si c'est pas facile tous les jours. Ouais, et d'ailleurs, on va parler de ça dans quelques instants. J'avais juste envie de vous demander, donc vous avez travaillé, vous avez eu tous ces petits jobs, et en termes de quand vous avez franchi le pas pour vous lancer et vous avez donné des cours, etc. Mais Breaking the Wool, c'est une société à la base, correct? Oui, toujours, qui existe toujours. Qui existe toujours, et que vous faites toujours. Et Artnit, j'ai envie de vous demander, mais comment ça s'est passé? Quand est-ce que vous vous êtes vraiment dit, allez, maintenant, je me lance, je crée je prends toutes mes peurs et j'y vais? Comment ça s'est passé? En fait, ça s'est fait un peu par défaut et un peu par naturellement. Comme je vous disais, j'avais pas le choix, je voulais pas retourner en entreprise et je savais pas quoi faire. C'est que tous mes amis me disaient, mais Sophie, essaie le tricot aussi, parce que tout le monde me voyait, les gens voulaient m'acheter ce que je tricotais. Et j'étais un peu timide sur l'idée. Et finalement, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que de toute façon, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et en même temps, j'ai pas envie de retravailler pour un patron. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Mais j'ai commencé avec Paul et Sophie, qui était une toute petite entreprise. J'étais toute seule. C'est moi qui tricotais tous les modèles, qui les dessinais. Et c'était vraiment destiné. Je faisais des sets de naissance en tricot, tricotés en cachemire à la main, que je vendais pour les baby showers, qui est la célébration de la naissance ici, qui est très importante aux États-Unis. Plutôt même la célébration de la grossesse, parce que ça se fête avant l'accouchement, qui est un peu différent en France. Mais du coup, j'ai commencé à vendre comme ça. Mais je faisais tout. Je faisais la production, le marketing, la vente. Donc c'était vraiment, appeler ça une entreprise, c'est un grand mot. Ça s'est fait naturellement en quelque sorte. Mais ça s'est fait naturellement, voilà. Je me suis dit je vais essayer. De toute façon, au pire, je me plante et puis je repartirai. Je ferai autre chose, etc. Mais je voulais m'accrocher à ça. Et puis c'est vrai que très rapidement, j'ai eu la chance de pouvoir en vivre. Et donc c'est ce qui m'a donné confiance aussi en moi et qui m'a poussée à continuer. Et effectivement, après ça a évolué avec Breaking the Wool, parce qu'on a déménagé à San Francisco. De là, j'ai fait une sublime rencontre avec mon associée de l'époque, qui elle m'a apporté tout le côté business que je n'avais pas forcément. Et donc on a pu grossir et réadapter en fait, faire créer une entreprise avec une autre dimension. Donc il y a toute une évolution, mais lente plus ou moins, parce que ça fait quand même 11 ans que je suis entrepreneur, donc ça a été, il n'y a pas eu j'ai presque envie de dire, j'ai pas fait des millions. J'ai presque envie de dire que ça s'est fait de fil en aiguille. Exactement, c'est ça. Voilà. Bon, j'espère que la tribu ne m'en tiendrait pas rigueur avec mes black belts, mais voilà. Mais alors voilà, vous avez lancé, ça s'est fait naturellement. Vous aviez des personnes qui vous proposaient déjà d'acheter vos petites pelotes de laine, vos créations. Donc vous avez validé votre marché, ça donne de la confiance. Vous avez créé vos sociétés, vous êtes lancé. Et alors ici, Sophie, j'aimerais bien que peut-être vous nous expliquiez un peu dans ce parcours d'entrepreneur, puisque finalement vous êtes devenue une entrepreneur. Tout à fait. Vous avez eu des bons moments, vous avez eu des moments difficiles. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans un de ces moments, dans peut-être même votre pire moment, et nous le raconter, nous le décrire? Et comment vous l'avez surmonté? Je pense qu'il y a une bipolarité inhérente dans l'entrepreneuriat que l'on appelle en anglais les high and low. Et un jour, vous êtes complètement high parce que vous êtes super content, vous avez signé un super contrat, et une semaine après, plus rien ne se passe et vous êtes complètement down. Et c'est vrai que ça, c'est un peu caractéristique de l'entrepreneur.
Faut pas baisser les bras, c'est normal d'avoir ces ressentis, mais comme tout dans la vie, ça s'apprend, hein. Donc, si vous parlez à des entrepreneurs, comme dans tout dans la vie, c'est ça. Voilà. Et si vous parlez à des entrepreneurs aguerris, ils vous en parleront tous. On passe tous par là. C'est vraiment une chose pour moi, qui est la plus dure à gérer. Mais c'est avec l'expérience qu'on appréhende les différentes situations beaucoup mieux, évidemment. Mais donc voilà, pour moi, c'est vraiment la chose la plus compliquée à gérer. Alors, évidemment, maintenant, ça fait longtemps, donc j'appréhende beaucoup mieux, encore une fois, ces situations. Mais c'est vrai que on a un peu tout sur nos épaules. Donc c'est très compliqué à d'un seul coup. Oh là là, c'est génial. Oui. On a décroché le contrat et puis après, on attend. Il n'y a plus rien. Tout à fait. Et je vais pas vous poser comme question de comment vous gérez le stress, puisque finalement, c'est ça l'objet même de Heartneat. Donc, j'imagine que vous tricotez en faisant du mindfulness. Mais est-ce qu'il y a peut-être eu un moment particulièrement dur que vous avez eu? Et comment est-ce que dans ce moment, j'ai envie de dire, est-ce que vous pouvez nous décrire un moment particulier et comment vous l'avez peut-être vaincu? Je pense que ce qui a été, alors là, je pense à un moment, pour un moment précis, c'est quand j'ai redéménagé à New York. C'était pas facile puisque j'ai dû m'adapter aussi au marché américain. Je me suis aperçue que c'était pas les mêmes demandes qu'en Europe, qu'en France particulièrement. Mm-hmm. C'est un milieu dans lequel tout évolue aussi assez vite, même si j'étais l'une des précurseurs avec l'équipe tricot, etc., etc. On était très peu sur le marché. Et effectivement, Breaking the Wool, même Paul et Sophie auparavant, et Heartneat, ça repose beaucoup sur mes épaules et sur l'image de Mademoiselle Sophie, etc. Et donc, il a fallu que je m'adapte et réinvente. Voilà, donc ça a été compliqué avec moi-même, hein, parce que j'aurais pu finalement déléguer plus. Mais voilà, ça a été un peu, pour moi, ça a été compliqué. Les 6 premiers mois d'arrivée à New York, ça a été un petit peu le moment, un moment charnière en me disant voilà, c'en est là, ça marche bien, mais qu'est-ce que je fais pour moi ne pas gérer une entreprise à distance puisque je suis ici, être heureuse et de continuer à faire vivre ma passion, mais sans que ça devienne une contrainte. Voilà. Ouais. Vous avez dû développer un certain sens de l'adaptabilité et de flexibilité. Absolument. Ce sont des qualités importantes à développer ou à avoir en tout cas. Mais alors, à l'inverse, peut-être, est-ce que vous pouvez nous raconter un moment où vous avez eu peut-être une illumination, une idée géniale qui vous a aidé, qui a aidé votre business ou qui lui a permis de prendre une direction différente, que ce soit vers plus de succès, raffiner un processus? Est-ce que vous pouvez nous raconter un moment comme ça? Écoutez, vous savez, moi, la voie du succès, je pense que c'est vraiment trouver tout simplement sa voie. Je pense que c'est pas un moment précis, mais c'est vraiment un état de fait. C'est vraiment trouver sa voie. Et ce qui est étrange, c'est que je suis quand même entrepreneur depuis 11 ans. Et j'ai eu une première épiphanie avec mon entreprise précédente, Breaking the Wool, qui marche toujours très bien d'ailleurs à travers des collaborations notamment et les livres dont vous avez parlé auparavant aussi, et ça a été un premier palier, mais c'est vraiment quand j'ai créé Heartneat, et là on est en plein dedans, ma nouvelle aventure, que tout est apparu comme une évidence en fait. C'était évident, et là je suis en train de passer à un autre niveau avec une vision beaucoup plus claire, où l'entreprise doit aller. J'ai l'impression d'avoir un alignement parfait, où je me dis c'est ça y est. Il y a eu tout un cheminement, toujours avec le même fil, hein, si on reviens à votre référence, mais c'est avec le même fil conducteur qui est la même passion et toujours autour de la laine, de la transmission, de vouloir transmettre ce savoir, etc., et de transmettre cette joie, mais avec des façons différentes de le faire. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un déclic, d'être en osmose et avec ce projet. Et c'est vrai qu'après 11 ans d'entrepreneuriat, on commence vraiment à avoir un bon instinct, et je pense qu'il faut savoir l'écouter. Voilà, et il faut écouter son intuition. Et dans ce cas-ci, Sophie, vous avez mélangé ces deux domaines, le mindfulness et le tricot, et c'est vraiment super. Alors ici, Sophie, si vous pouviez résumer la leçon clé, alors que vous avez retiré votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelle serait-elle? Je veux dire,
En quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doive retenir comme leçon de votre expérience? Alors, oui, il y a plein de choses, mais c'est vrai que, alors déjà, les clés, je pense que l'argent ne doit pas être la motivation principale. Je parle pas de gagner sa vie, de pouvoir manger et se loger, hein, mais vraiment de voir en très grand. Je pense qu'il y a 3 types d'entrepreneurs. Il y a celui qui a ça dans le sang et qui entreprend dans n'importe quoi. Alors c'est pas du tout péjoratif, hein, mais c'est des gens vraiment redoutables et qui ont beaucoup de succès. Je pense qu'il y a ensuite les visionnaires. Eux, c'est des gens qui arrivent à voir ce que les autres ne voient pas et ont un sens de l'anticipation incroyable. Et il y a les troisièmes, les passionnés, qui est un groupe auquel j'appartiens, et qui arrivent à créer une dynamique autour de leur passion en fait et à transporter tout le monde avec eux. Et je pense qu'en fait ils ont un point commun. Ces 3 groupes, c'est que voilà, ils ont tous des idées et de la suite dans les idées, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir aussi la dimension de focus, être capable de se concentrer sur l'essentiel, de prioriser ses combats, ses investissements en temps et énergie, et surtout réduire ses distractions. Je parle pas d'aller au cinéma, hein, évidemment, mais je parle de passer des journées sur une chose qui n'est pas forcément la plus importante. Et c'est vrai que, notamment dans mon cas, même si on fait mon travail et ma passion, tous les jours ne va pas être forcément évident. On fait pas toujours ce que l'on préfère. Surtout quand on monte une boîte, faut savoir sortir de sa zone de confort, savoir s'entourer des bonnes personnes, très important, compétentes dans des choses qu'on ne sait pas faire. Et c'est vrai que je ne tricote pas toute la journée. Je fais aussi de la compta. Faut recruter, former, etc. Bon, il y a plein de choses qu'on n'aime pas forcément faire et c'est pas notre truc. Alors quand on ne sait vraiment pas, encore une fois, hein, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est très très important. Mais surtout voilà, sortir de sa zone de confort et de savoir être focus sur les trucs principaux. Ah, je crois que c'est vraiment très très bien dit. Merci pour ça, Sophie. C'est pas tout d'avoir une idée ou des idées. Ça. Il faut aussi pouvoir voilà, choisir ses combats et prioriser, agir, exécuter et bien s'entourer. Et j'aime bien aussi la référence à sortir de sa zone de confort. Parfois, on a toujours tendance à penser que les choses vont se faire d'elles-mêmes, et ce n'est pas le cas. Et merci beaucoup pour ces mots de sagesse, Sophie. Alors, on est arrivé à la partie des questions flash. Oui. Et ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Alors, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors, quelle est votre définition du succès? Alors, ma définition du succès, c'est avoir envie plus qu'hier et moins que demain. Je vous laisse y réfléchir. Alors, à quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez chaque jour et qui vous aide? Alors, effectivement, j'ai pas de journée type. Hein. Je pense que tous les entrepreneurs vous le diront. Tous les jours est une nouvelle journée d'inconnu et d'excitation et de low and high. Mais j'ai quelques rituels que je chéris, effectivement, j'essaie de garder, même si avec 2 enfants c'est compliqué. Mais j'essaie de faire du yoga régulièrement. Spécialement du hot yoga que j'adore, c'est faire du yoga dans des pièces très très chaudes. C'est vraiment super. Et mais voilà, non, sinon le matin, j'ai une vie un peu plus simple. Hein. Je me réveille assez tôt, je m'occupe de mes enfants, je prépare leur lunchbox. Aux États-Unis, on prépare le déjeuner avant qu'ils partent à l'école, on les emmène à l'école et puis après je vais au bureau. Soit j'ai des rendez-vous, comme avec vous aujourd'hui, soit je m'occupe de la production. J'ai un corner aussi chez maman qui est un concept store dans Soho, donc je vais voir un petit peu si l'équipe est OK, s'il y a du stock à réapprovisionner. Soit ou après je suis sur les workshops la plupart du temps et en préparation des workshops à venir. Et puis ensuite le soir je retrouve ma famille, je m'occupe des enfants et j'essaie de me coucher pas trop tard. Tout un programme quand même, voilà. Alors, question suivante, Sophie. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Alors, je ne sais pas s'il est pratique, mais en tout cas, c'est une belle leçon de vie. Moi, je vous recommanderais le livre de Arianna Huffington, qui a écrit Thrive et qui, en fait, raconte son expérience personnelle de working girl où elle est tombée
clairement d'épuisement, et comment elle a fait pour se reconstruire et justement d'être beaucoup plus mindful dans sa vie. C'est un super bouquin. Oui, ce livre a été souvent recommandé et je pense qu'il va être dans ma propre liste de lecture. Il faut le lire. Ouais. Voilà, le sommeil, le mindfulness. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à occulter. Exactement. Ou alors à faire trop à l'extrême. C'est toujours une question d'extrême avec les entrepreneurs. Merci beaucoup pour ça. Alors, question suivante, c'est quels outils ou applications, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement ? Alors, écoutez, là, je suis pas la plus forte là-dedans, mais j'utilise Instagram au quotidien parce que c'est comme ça que je communique avec ma communauté. Donc, c'est vraiment l'appli tech que j'utilise. Pas très original, hein, mais ça aide beaucoup dans le monde du design, etc. Donc, c'est vraiment, c'est le principal outil que j'utilise pour communiquer avec ma communauté, mes clients, et après, bien sûr, tous les réseaux sociaux, mais principalement celui-ci. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment d'app, de compta je suis un peu à l'ancienne, hein. J'ai encore un agenda papier où je note tout dedans. Est-ce que je peux me permettre de vous demander un petit conseil Instagram? Comment vous l'utilisez, vous, personnellement? Alors, moi, j'essaie de faire un post, soit un par jour ou tous les 2 jours. Pas trop, parfois pendant 3 jours je vais pas en poster, mais sur un événement principal, sur soit une collaboration qui sort, un nouveau modèle qui sort, etc. Et puis ensuite dans les stories qui sont, vous savez, les petites tout à fait. Voilà, qui ne durent que 24 heures, pardon. Et là en fait je vais commenter plus. Typiquement hier soir on avait un événement chez Maman, qui est donc le marché auquel j'ai un corner, et voilà, et j'ai pu alimenter mes stories en faisant participer les personnes qui pouvaient pas y être. Donc voilà, je l'utilise comme ça. J'ai beaucoup de personnes qui passent des commandes via Instagram, donc ça c'est assez étonnant aussi. Et pour se faire connaître, c'est vrai que c'est pas mal, et ça représente bien, en tout cas dans mon métier qui est très visuel par rapport aux créations et même Heartmeet par rapport aux équipes, etc., qui est un bon moyen de communiquer son univers, je trouve. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Écoutez, moi, effectivement, ce qui m'inspire en ce moment, c'est vraiment la mindfulness, où je suis vraiment impliquée, mais particulièrement le yoga. J'ai donc 2 enfants, un fils qui a 3 ans et demi et qui a commencé le yoga à l'école. Et donc, je sais pas si ça se passe en France ou pas, mais dans les écoles américaines, ils proposent du yoga, et donc il en fait 1 fois par semaine avec sa classe, et c'est incroyable. Vraiment, je trouve ça formidable. Et il adore ça. Il apprend à respirer, et en même temps à faire des positions un peu stretch. Donc c'est bien pour le corps sans être dans l'extrême. Non, je trouve ça vraiment formidable. Ah oui, les Américains sont toujours surprenants pour venir avec des idées comme ça. Bien que j'ai entendu qu'en Bretagne, il y avait maintenant des cours de surf à l'école, mais c'est à confirmer auprès de nos amis bretons. Ils nous diront ça en commentaire. Voilà. Et on est arrivé donc à la question back in time, Sophie. Alors, imaginons ici que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent avec l'expérience que vous avez maintenant. Que vous direz-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou l'almanach des sports? Ça serait trop facile. Eh bien, écoutez, moi je dirais tentez des expériences, apprenez de vos erreurs et entourez-vous des bonnes personnes, et surtout suivez votre instinct. Voilà, Tribu Digital, il n'y a rien à rajouter à cela. Sophie, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'épisode, donc merci vraiment d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Alors, Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je n'ai pas arrêté de vous le dire pendant cette émission, et je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer, et j'espère que l'aventure de Sophie vous inspirera à faire le grand saut. Alors Sophie, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Et encore une fois, je pense, suivez votre passion, suivez votre instinct. On apprend de l'expérience, et il faut pas avoir peur, et il faut y croire surtout. Tout est dit, Sophie, vraiment. Non, merci vraiment du fond du cœur. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dites-nous simplement comment rester en contact
en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Eh bien, écoutez, vous pouvez me suivre évidemment sur les réseaux sociaux, spécialement sur Instagram à Mademoiselle Sophie, c'est MLLE Sophie, SOPHIE. Et ensuite, si vous êtes team leader ou RH ou lié à un corporate wellness et que vous souhaitez organiser une expérience originale et inclusive pour souder vos équipes, contactez-moi. On est actif aux États-Unis et en Europe. Tribu Digitale, vous venez d'entendre Sophie Timonier, alias Mademoiselle Sophie, partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Sophie dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Sophie sur www.heartknit.com. C'est HEARTKNIT.com. Et je pense, Sophie, qu'elle est en anglais, la page. Elle n'est pas encore en français. Hein. Tout à fait. Je peux la traduire si vous avez des questions. Voilà, contactez Sophie si vous avez des questions. N'oubliez pas non plus de la suivre sur ses réseaux sociaux, sur Instagram. Et si vous avez en tête ou l'envie de créer un de ces fabuleux workshops qui mélangent tricot et mindfulness, contactez Sophie directement sur son site ou sur Instagram, vu que c'est les plateformes que vous utilisez. Alors Sophie, merci vraiment d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Et je vous retrouve. Merci à vous. Et je vous retrouve en backstage. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Hey Tribu Digitale, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Sophie. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter et Instagram, c'est @RevoDigital, et sur Facebook /Révolution Digitale, on vous y attend. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcast ou SoundCloud ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!